investisseurs. Si on construit de grands projets, c'est les entreprises qui construisent de tels projets, qui conçoivent, coordonnent en amont, réalisent ces projets, ont pour objectif principal de le vendre à des financiers. Que ce soit des caisses de pension, que ce soit des fonds de placement de côté, ou des fonds de grandes banques, eh bien c'est évidemment le premier objectif. Mais il y a d'autres objectifs. Il y a bien sûr une logique économique. Ce sera par exemple, ce qu'on a pu constater, c'est que Coop et Migros sont partenaires dans tous ces, enfin l'un ou l'autre, Coop ou Migros, pardon, sont partenaires dans tous ces projets. Parce que ces projets ont aussi une dimension économique, d'exploitation, d'espace de travail, espace de vie, etc. On a bien sûr aussi une logique politico-administrative, puisque ces grands projets constituent des aménités urbaines, avec toutes sortes de fonctions. Je parle de Châtel, le stade de la Maladière, il y a le caserne de pompiers, il y a des halles de gymnastique, il y a le stade de foot, etc. C'est bien sûr important pour, du point de vue politique, du point de vue administratif. Ça joue un rôle donc important auprès de l'habitant, du citoyen, etc. Et bien sûr, on a toutes les ONG, disons ça comme ça, la société civile qui va intervenir. Par exemple, l'ATE est très souvent très active sur ce genre de projet. Bon, si maintenant j'essaie de mettre d'un côté la demande, de l'autre l'offre, et puis de voir un petit peu le processus par lequel se mettent en place ces méga projets, eh bien, on s'aperçoit qu'on a évidemment en amont toute une série de négociations, d'innovations, également toute une série de valeurs qui vont être projetées, que ce soit par les habitants, via la politique ou directement, par les associations environnementales, par évidemment certains exploitants qui cherchent aussi à obtenir des locaux spécifiques. Eh bien, on va voir évidemment toute une série de négociations, de conventions qui vont être mises en place. On parle beaucoup de durabilité, par exemple, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quelle forme concrète on va donner à ça? Parce que c'est évidemment un concept extrêmement général, il faut essayer de comprendre comment ceci peut être concrétisé. Et puis, finalement, eh bien, on pourrait appeler ici une valorisation, ou évaluation, si vous voulez, en termes de... Alors, vous avez parlé de qualité architecturale, moi ça m'interpelle toujours comme économiste, qualité urbanistique, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Bien sûr, il y a toute une série de critères, mais à la fin, tous ces critères vont être concentrés sur un critère économique, c'est-à-dire la valeur en francs, finalement, hein, voire après le prix qui résulte des forces du marché, en plus. Et puis, on va avoir, à la fin, durant les années qui suivent, durant l'exploitation de ce complexe, une certaine rente urbaine qui va se manifester, se concrétiser. Voilà. Juste 2 ou 3 mots en conclusion. Ce que nous avons pu constater, c'est qu'aujourd'hui, quelques entreprises totales et de construction se partagent le marché. J'ai HRS, Imperia, Karlsteiner, Hauser-Ruth, Rutihauer, Lesinger, bon, 4 ou 5, hein, pour dire. Quelques grands distributeurs, principalement Coop et Migros, sont toujours présents, financés par quelques grandes institutions financières. Alors, c'est des fonds d'investissement de Crédit Suisse, UBS. Ce sont les grandes caisses de pension de grandes entreprises suisses ou des grandes caisses de pension publiques. Et vous avez là les principaux partenaires qui sont quasi inamovibles, j'allais dire, dans ces grands projets. On a bien sûr de temps en temps des investisseurs étrangers qui vont intervenir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit là que l'immobilier en Suisse est largement dépendant des conditions sur les marchés financiers. Encore une fois, le fait d'avoir un franc suisse qui est relativement fort, une monnaie stable, est extrêmement attractif du point de vue des financiers qui seront localisés, je ne sais pas, au Japon ou au Brésil. Et aujourd'hui, c'est très facile, vous savez qu'on peut faire vendre ou acheter des titres simplement à partir de son iPhone. Donc c'est extrêmement facile de faire affluer des capitaux. Alors quelles seront les conséquences concrètes de cette mobilité de capitaux relativement abstraits sur les marchés financiers? Il est clair que ça change beaucoup de choses, mais pas à très court terme, hein, mais en général, sur la dynamique du marché. Donc on a, si vous voulez, la constitution d'un marché national, quelquefois alimenté par des capitaux internationaux, marché national qui va aussi se développer autour d'un certain nombre de réformes législatives. Hein, on a PPT Schweiz, par exemple, qui est une association qui a œuvré pour transformer le cadre législatif, permettre la constitution de ces fameux partenariats publics-privés pour la production de ces grands ensembles. De l'autre côté, eh bien, on a des municipalités, donc souvent des collectivités locales, qui sont confrontées très souvent pour la première fois à cette question de la production d'un grand ensemble, hein,
et qui vont se heurter à, je dirais, un peu la complexité de ces projets. C'est des projets qui sont extrêmement complexes sur le plan juridique. Ce mélange droit privé et droit public, il est très complexe. Ils sont très compliqués sur le plan financier, parce qu'on va avoir toutes sortes d'utilisateurs, toutes sortes de droits de propriété divers qui vont s'articuler. Il sera extrêmement difficile de faire une sorte de bilan, d'avoir une vision un peu claire de ces montages. Et on va devoir, bien entendu, comme ce sont de très grands projets, même la législation, un certain nombre, disons, de règlements locaux en matière de construction, d'urbanisme, vont régulièrement être invoqués, mais aussi modifiés ou adaptés pour accueillir ces grands projets. Ensuite, on a bien sûr toutes les questions des objectifs des politiques urbaines, locales, qui sont à intégrer dans ces projets. Et puis, ce qui est extrêmement important, je pense, c'est de développer l'expertise et les capacités de négociation à l'échelle des municipalités. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un certain nombre d'expériences en Suisse. Alors, Zurich est clairement beaucoup plus avancé dans ce domaine-là. Il y a une expérience d'une bonne quinzaine d'années. En revanche, en Suisse romande, on découvre un peu ce genre de projet. Et je dirais que là, il y a probablement un échange d'expériences à réaliser de manière beaucoup plus intense que ça n'a été fait ces dernières années. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Qui souhaite poser une question à M. Keloisi? Isabelle? Oui, je ne sais pas si c'est une question, mais c'est en tout cas un constat par rapport à la financiarisation de l'immobilier. Parce que, bon, en Europe, vous avez cité l'Espagne, mais en Europe, il y a quand même aujourd'hui vraiment la démonstration que quand la financiarisation de l'immobilier, notamment du logement, est totalement décrochée du marché, on court à une catastrophe terrible. Et on peut faire le constat qu'il y a effectivement eu une distribution d'un certain nombre, disons, de produits financiers sur l'ensemble des territoires européens qui aujourd'hui sont totalement achetés à la poubelle parce qu'on ne peut rien en faire. Ça ne correspond pas à la capacité financière des ménages pour accéder à ces logements parce qu'on a dans un bilan financier mis une hauteur de loyer de temps parce que ça correspondait à la rentabilité. Mais les ménages sur place ne peuvent pas faire face. Et donc, il y a des produits qui restent vides, qui font des friches urbaines épouvantables. Et donc là, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui est dramatique quoi, sur le fond. Alors, on ne connaît pas forcément ça en Suisse, mais je pense que c'est un élément disons, qu'il faut prendre en compte. Voilà, je crois que c'est une très bonne remarque, hein, parce qu'effectivement, on a eu au cours des années 2000 des cas absolument dramatiques, vous l'avez bien mentionné. On a eu un cas précédent, c'était le cas du Japon en 1992, qui a connu un krach immobilier absolument terrible. Il a fallu 20 ans au Japon pour récupérer de ce krach immobilier. Et puis en Europe, alors effectivement, durant les années 2000, on a eu le cas espagnol, on a eu le cas irlandais, enfin quantité de pays dans lesquels on a financiarisé de manière massive l'immobilier, ce qui a permis un boom. Mais ce qui est intéressant, c'est comme vous l'avez dit, c'est que ce construit n'était pas du tout adapté à la demande. Et encore une fois, pourquoi? Parce qu'on était dans une logique purement financière, et comme vous l'avez dit, alors on mettait le loyer par exemple, on le mettait beaucoup trop élevé, il correspondait finalement aux attentes en termes de rendement de personnes qui étaient des financiers, peut-être japonais, brésiliens, américains, qui n'étaient pas du tout intéressés par le contexte local très concret. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils achetaient. Ça ne les intéressait d'ailleurs pas. C'était dans une logique de diversification de portefeuille. Alors ce qui est intéressant, c'est que nous on est parti un peu avec cette hypothèse, si vous voulez, quand on a commencé notre recherche il y a, je pense, 5-6 ans maintenant, sur les grands complexes urbains, on est parti de cette idée-là. On a dit, hypothèse de recherche, quand c'est financiarisé, ça colle beaucoup moins bien avec les questions de durabilité, on est parti sur les questions de développement durable, et quand c'est pas financiarisé, quand c'est du circuit direct, comme je vous l'ai appelé là, eh bien là, ce sera beaucoup mieux. Ben, on a été un peu surpris quand même, parce qu'on a constaté que Seal City, par exemple, à Zurich, c'est financiarisé, c'est dans les fonds de placement cotés en bourse du Crédit Suisse. La Maladière à Neuchâtel, c'est des caisses de pension publiques, Publicanto, etc., Publica, Suisse Canto et autres. Et puis, quand on regarde un petit peu le bilan durabilité, entre guillemets, pour autant qu'on puisse le faire entre ces deux projets, on s'aperçoit qu'à Zurich, on a des innovations très importantes en termes de durabilité, par exemple le Farten Model. On a imposé dans le cœur
commercial du projet un modèle extrêmement exigeant sur le